Hey, salut, bienvenue dans cette nouvelle capsule blog qui sera la numéro 11. Aujourd'hui, on va parler de mon texte qui se nomme Le miroir qui dérange. Alors, ce miroir, c'est qui, c'est quoi? Eh bien, c'est moi qui ai tendance à montrer à- aux gens qui peuvent m'entourer et qui viennent me consulter. Alors, quand ils me consultent, c'est normal, hein, mais les gens qui m'entourent, en général, dans une conversation, il y a alors c'est inconscient, hein, je suis pas en mode, je te donne mon avis à toi ou que ce soit, hein, c'est dans la conversation, ça va venir et puis ça va déclencher des trucs, chez l'autre en face. C'est toujours d'actualité, même si ce texte, il remonte à quelques mois déjà. C'est moins compliqué à vivre parce que j'en ai conscience où ça va déranger les gens et à un moment donné, ils vont dire: «Bon, bah, j'y vais». Bon, bah, OK. Je suis OK avec ça. Je me tracasse moins par rapport à avant où je me disais: «Ah punaise, qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai encore dit?» Je sais que du coup, je vais dégager quelque chose ou dire quelque chose qui va, heu, peut-être pas forcément être, agréable pour celui qui va le recevoir. Alors que j'ai rien dit de particulier, c'est juste, je vais dire un truc et puis ça va parler à la personne qui est en face de moi et qui va, bah, se prendre son miroir en pleine tronche, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Donc j'ai ce recul, maintenant, mais c'est pas toujours simple à vivre. Voilà. La petite aparté pour le début de cette capsule. Donc, je t'invite à aller lire le texte que tu peux retrouver dans le descriptif. Et puis, je te souhaite une belle écoute. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une réflexion assez brute, on peut dire, un texte intitulé Le miroir dérangeant de l'âme forte. C'est vraiment une source particulière, très introspective. Oui, tout à fait. Ça ressemble à une sorte de journal intime partagé et ça nous pousse à regarder de plus près ce que c'est la force intérieure. Et le point de départ, c'est une question que l'auteur se pose, qui a l'air de la travailler. Pourquoi elle a cette impression d'intimider, voire de faire peur? Mhm. Elle précise que c'est pas juste une idée en l'air, des proches lui ont dit, et même un tirage de cartes l'a confirmé. Donc notre but, c'est un peu de décortiquer ça avec elle. Exactement. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'authenticité, sur la puissance personnelle et aussi sur le chemin de guérison qui est souvent difficile? On va essayer de comprendre ce concept qu'elle avance, celui d'être un miroir dérangeant. C'est ça. Et explorer sa vision de la puissance. Une puissance, elle insiste là-dessus, qui n'est pas magique, hein. Elle vient des épreuves, des fameux coups de poil de la vie, comme elle dit. Une force qui naît de leur résilience. Elle nous met direct dans le bain d'ailleurs. Elle cite ce qu'on lui a dit: «Il paraît que je fais peur», avec un emoji qui rit. Oui, ça, ça cache quelque chose de plus profond, on sent bien. Clairement. Et elle ajoute: «Et cela a bien confirmé mon ressenti». Alors pourquoi? D'où vient cette impression qu'elle dégage? Ben, elle donne plusieurs pistes. Oui, elle liste des raisons. D'abord, son authenticité. Elle le dit cash: «Je ne fais pas semblant. Hmm, Je ne reste pas là où je m'emmerde, je pars, je me réinvente, je construis». C'est très actif comme posture, presque tranchant. oui. Et puis il y a son approche. Elle dit qu'elle est réfléchie, j'observe, j'apprends. Elle insiste sur le fait qu'elle ne vend pas du rêve. C'est ça, je pose chaque brique avec sens, comme si elle s'opposait à une certaine superficialité ambiante. Et il y a aussi l'acceptation de sa propre complexité, de ses zones d'ombre. Ah oui, elle dit: «J'ai du feu, de l'ombre, des désirs profonds. Je ne les nie pas, je les regarde en face». Ça, c'est pas anodin non plus. Regarder ses propres ombres. Non, c'est clair. Et enfin, la franchise. Elle le dit, je ne caresse pas dans le sens du poil. Je tranche, je nomme. Je ne fais pas de détour quand la vérité s'impose. Ça peut secouer forcément. Oui, c'est un mélange assez détonnant finalement. Authenticité radicale, réflexion posée, acceptation de l'ombre et franchise directe. Mhm. On comprend mieux pourquoi elle en arrive à dire: «Alors oui, je fais peur». Mais la précision est cruciale juste après. Exactement. Pas parce que je suis dangereuse, mais parce que je dérange. Le mot-clé, c'est déranger. Tout à fait. C'est pas une peur liée à un danger direct, mais plutôt à un inconfort, une gêne. Et c'est là que l'image du miroir prend tout son sens. Oui, elle a cette phrase très forte, je suis ce miroir qu'on évite quand on n'est pas prêt à se regarder en face. L'idée, c'est que sa façon d'être, sa présence même, renvoie les autres à ce qu'ils préfèrent ignorer chez eux.
Leur propre non-dit, leurs failles. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle se voit pas comme quelqu'un qui juge, plutôt comme une surface qui réfléchit. C'est le reflet qui dérange. Elle va même plus loin. Et en moi, tu peux y voir tes blessures en miroir. Elle est induite par ce reflet. Sa propre force, son parcours visiblement marqué par des épreuves qu'elle a surmontées, ça mettrait en lumière, peut-être par contraste, les fragilités chez l'autre. C'est une dynamique assez fine et potentiellement inconfortable pour tout le monde, j'imagine. Oui, pour celui qui regarde et qui veut pas voir, mais peut-être aussi pour elle d'incarner ça sans le vouloir. Elle n'en parle pas directement, mais on peut le supposer. Elle cherche surtout à expliquer pourquoi elle pense déranger. Oui, elle veut nommer le phénomène, et pour justifier cette force qui peut déranger, elle insiste beaucoup sur son origine. Ce n'est pas inné, c'est pas un don. Elle le répète, cette puissance, c'est le résultat d'avoir pris les coups de poil de la vie D'être tombé. et de s'être relevé. Et elle ajoute, c'est important, grâce à moi et à ma force intérieure. Il y a une revendication d'autonomie très forte là-dedans. Oui, ce grâce à moi, c'est pas anodin. Elle décrit un cheminement assez solitaire, non? Tout à fait, à quelque chose d'inébranlable que personne ne m'a donné, seul dans mes douleurs et mes silences. Ça donne à sa force une authenticité brute, presque, forgée dans l'isolement. C'est pas une posture, c'est vraiment présenté comme son essence, façonnée par l'expérience. Et ses vécus, elle le relie directement à ce qu'elle propose à son travail, que ce soit des guidances, des soins. Elle dit que ce sont pas des outils théoriques, appris comme ça, ce sont des outils que j'ai mis en place pour me reconstruire. Ils viennent de sa propre expérience, de son propre besoin. C'est une manière de légitimer son approche aussi. Elle semble vouloir se démarquer. Ou tendance, c'est direct, hein. Ah oui, c'est pas langue de bois. Elle met en avant le vécu. C'est ça, le gage de sérieux pour elle. Exactement. L'expérience incarnée. Elle dit même qu'elle utilise ses propres outils à chaque coup de poil. C'est une boucle en fait. Les épreuves forgent la force et les outils. Et les outils aident à traverser les épreuves suivantes. C'est cette cohérence qui compte pour elle. Elle suggère que sans cette traversée personnelle, l'aide qu'on peut proposer risque d'être superficielle. Du coup, ça l'amène à critiquer ce qu'elle appelle les pansements de licorne. L'image est assez parlante. Oui, très. On comprend bien ce qu'elle veut dire, une spiritualité ou un bien-être qui masquerait la douleur au lieu de la traverser vraiment. Elle dit « Mais les pansements ne résolvent rien. Ils cachent seulement la blessure que tu as peur de voir. » Pour elle, c'est de l'évitement. C'est ça. C'est une façon de ne pas faire le travail de fond. Elle défend un chemin peut-être plus rude, moins glamour, mais qui mène à une vraie transformation. C'est logique avec tout ce qu'elle dit avant. Si sa force vient des coups de poing, Ah, alors la guérison ne peut pas venir de simples pansements. Il y a une vraie cohérence dans son discours. C'est une spiritualité ancrée dans le réel, quoi. et forte de ça, elle ne fait pas que décrire, elle interpelle directement la personne qui lit. Et nous aussi par ricochet. Oui, elle lance une invitation. Au lieu de craindre cette énergie forte. Demande-toi comment tu peux avoir cette même puissance pour faire tes choix, te relever, accueillir tes ombres, tes blessures. C'est un retournement intéressant. Le miroir dérangeant devient une source d'inspiration possible. C'est comme une main tendue finalement, même si c'est dit de manière assez directe. Oui, elle pousse à l'introspection. Elle dit aussi « cesse de penser qu'il n'y a rien à guérir en toi ». Pour elle, on a tous nos trucs à regarder. Et le simple fait d'être attiré par ce qu'elle écrit, même si ça met mal à l'aise, c'est déjà un signe. Un signe qu'on est en quête peut-être, sans le savoir, prêt à regarder ce qui fait mal. Et ça mène à la question centrale, non? Oui, Alors qui es-tu vraiment, derrière la peur des autres? c'est une invitation à dépasser l'étiquette intimidant, dérangeant, pour chercher sa propre essence, la vraie nature de cette force. Ce qui rend le texte encore plus fort, je trouve, c'est qu'elle l'écrit pas depuis un sommet de zénitude, hein. Ah non, pas du tout. Elle révèle être en pleine crise au moment où elle écrit. Parce que ma vie actuellement est un gros bordel. Une énième claque de la vie, un coup de poil. Elle parle de doutes très concrets. Oui, pas de clients, pas d'argent, la solitude, les questions. Cette vulnérabilité qu'elle montre, c'est essentiel. Elle n'est pas invulnérable. Au contraire, c'est justement cette nouvelle épreuve qui déclenche cette réflexion sur sa puissance. Elle se demande si son entreprise vaut encore le coup. C'est un vrai moment de doute. Mhm. Et c'est là, dans ce doute, qu'il y a une prise de conscience. Malgré le bordel, elle sent cette puissance qui ressort constamment. C'est là que les remarques « tu fais peur » lui reviennent. Mais elle les voit différemment. Oui, il y a un basculement. La crise ne nie pas sa force,
elle la révèle autrement. Et ça l'amène à une décision. Une réaffirmation d'elle-même. Elle dit « Alors je ne vais plus m'excuser d'avoir bossé sur moi durement pour avoir cette énergie. » Elle arrête de se temporiser. J'ai décidé que je serais moi. C'est fort comme résolution. C'est un moment clé d'acceptation de soi. Elle va même jusqu'à penser que c'est peut-être ça, la clé. Et la clé peut être là, accepter celle que je suis, cette puissance, comme si elle réalisait que diluer son énergie, ça serait se trahir. Tout à fait. Et cette acceptation lui permet de se redéfinir de manière plus complète. Pas juste le miroir dérangeant. Elle se décrit comme messagère libre et investie, aimant la vérité, sensible, courageuse. Travailleuse, âme neuve qui tend la main sans forcer personne. Ça nuance l'image potentiellement un peu dure. La force n'exclut pas la sensibilité. Non, c'est important. La force, c'est pas l'agressivité chez elle. C'est une énergie authentique qui peut déstabiliser, mais l'intention de fond reste positive. Absolument. Et elle renforce ça en se projetant. Si elle avait besoin d'aide, elle chercherait qui? Sa réponse est claire. C'est une femme comme moi que je chercherai. Elle valorise l'expérience vécue, la résilience. Bien plus que les diplômes ou les techniques apprises. D'ailleurs, elle oppose cette figure idéale. Aux pseudo-spirituels qui sont pros parce qu'elles savent lire un message sur des cartes. La critique est encore là, assez directe. Oui, mais ça souligne sa priorité, l'authenticité qui vient de l'épreuve, la compétence forgée dans la transformation personnelle. Pas juste l'application d'une méthode. Et elle finit avec une distinction qui résume tout, je trouve. Laquelle? La spiritualité, tu la cherches. La vie, tu y survis. Tu te transformes, tu pleures, tu tombes, tu guéris, tu te relèves. Et tu recommences. Encore. Pour elle, la vraie spiritualité, c'est pas une quête intellectuelle désincarnée. C'est l'engagement total dans le cycle de la vie, avec ses hauts et ses bas. C'est ça, avec les douleurs et les renaissances. C'est un processus continu, exigeant. C'est là que se passe la vraie transformation, selon elle. C'est une conclusion vraiment puissante, qui ramène à l'essentiel de son propos. Si on devait résumer les idées fortes de cette exploration, Hmm. il y aurait d'abord cette force authentique qui naît des épreuves, des coups de poing. Ensuite, cette idée de miroir dérangeant, comment l'authenticité peut, sans le vouloir, confronter les autres. Oui, et puis ce rejet des approches superficielles, ce plaidoyer pour une guérison ancrée dans le vécu, dans l'honnêteté avec soi-même. Tout à fait. Et ce texte, par son côté très personnel, il nous laisse avec une question, je trouve, une question qui va au-delà de son cas personnel. Ah oui, laquelle? Elle nous invite, par son exemple, à nous demander est-ce que nous aussi, parfois, on n'est pas tenté de temporiser notre propre énergie, de cacher certaines parts de nous, de notre vécu, de notre force, peut-être aussi forgée dans la difficulté, par peur de déranger? Par peur de ne pas correspondre, d'être un miroir gênant pour les autres? C'est une bonne question. Et si, comme elle le suggère à la fin, la clé d'une vie plus alignée, d'interactions plus vraies, c'était justement d'accepter pleinement qui on est, y compris ces parts qui nous semblent compliquées, intenses ou qui bousculent un peu l'ordre établi? C'est une piste de réflexion, profonde, oui, à méditer après cette discussion. Et voilà, cette capsule blog est maintenant terminée. N'hésite pas, si tu as des questions, à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Je te dis à dans 15 jours pour la capsule blog numéro 12. À très bientôt.